Mais ça a commencé quand? Sitôt Pépé dans la boîte, sitôt qu'ils ont descendu la boîte au fond du trou, sitôt qu'ils ont foutu la grosse pierre plate sur le trou. Histoire que Pépé puisse vraiment pas tenter une dernière sortie. Histoire qu'on n'entende plus jamais gueuler. Pépé, c'était peut-être pas quelqu'un, comme ils disent. Mais c'était quelque chose, quand même. Une force de la nature, reconnaissait Moser. Une vraie bourrique, disait tonton Guy. Un vrai con, disait tonton Jean. Un gros taré, disaient les cousins-cousines. Un gueulard, un qui se laissait pas faire, qui disait quand il n'était pas content, qui était jamais content. Pépé était comme d'un très vieux monde, dernier spécimen, quasi un rescapé. Tout ce qui était neuf, c'était de la connerie. Les nouvelles machines, les nouveaux loisirs, les nouveaux vêtements, tout. Tous les gens d'aujourd'hui, c'était des cons. Des pas capables de se servir de leurs mains, de faire pousser quoi que ce soit, de tuer une bête. Des pas foutus de deviner l'orage, de mettre tout à l'abri quand c'est encore temps, de sauver ce qu'il faut, ce qu'on peut. Des cons. Il avait été paysan toute sa vie et membre d'une association, une organisation, je sais pas quoi, quelque chose du genre d'un club où des têtes de bois comme lui se réunissaient pour gueuler plus fort et se battre à plus nombreux. C'était sujet d'engueulade avec Moser, tout ce temps perdu, toutes ces réunions, pourquoi? Et Mémé. Est-ce qu'il y avait pensé à Mémé? Alors Pépé s'énervait, gueulait que s'ils n'avaient pas fait tout ce qu'ils avaient fait, ce serait pire. Ce serait déjà la fin. Dis pas de mal. Si ça se trouve, il nous entend. Sa maison, c'était une vieille maison, dans une pente. Il a toujours cru qu'un jour de neige, la maison allait glisser le long de la pente, partir comme une luge tout au fond. C'était à Visieux, dans les bois Chambaran. Pépé avait toujours vécu là, il était né quand il y avait des guerres là, quand c'était la préhistoire. Je revois les murs intérieurs gris de saleté. Je sens la fumée qui imprégnait tout comme les tranches de saumon au repas de Noël, mais sans l'odeur de poisson. Même qu'une fois qu'il était sorti marcher, récolter je sais pas quoi, Moser avait poussé les quelques meubles pour laver les murs. Et la bassine d'eau, dès le premier coup de chiffon, était toute noirasse. Sur le mur à côté de l'entrée, sous l'auvent de la petite terrasse en béton, au-dessus de la pente et des graviers, il y avait une fleur genre tournesol qui donnait la météo à Pépé. Grand ouvert, ça veut dire la pluie approche. Quand ça se recroqueville, ça veut dire sécheresse en vue. Des fois, je sens cette fleur dans le ventre. Ça, il leur dit pas.
Le jour se leva sur un navire naufragé, planté sur la cime des arbres, au milieu d'une forêt. C'était un 3-mâts de 18 canons, à voile carré, dont la poupe s'était enfoncée dans un manguier à plusieurs mètres de hauteur. À tribord, des fruits pendaient entre les cordages. À bâbord, d'épaisses broussailles recouvraient la coque. Tout était sec, si bien qu'il ne restait de la mer qu'un peu de sel entre les planches. Il n'y avait pas de vagues, pas de marée. D'aussi loin que s'étendait le regard, on ne voyait que des collines. Parfois, une brise passait, chargée d'un parfum d'amande sèche, et l'on sentait craquer tout le corps du navire, depuis la hune jusqu'à la cale, comme un vieux trésor qu'on enterre. Cela faisait plusieurs jours que l'équipage survivait difficilement à bord. On y trouvait des officiers sans bannière, des bagnards borgnes, des esclaves noirs qui, les dents cassées par la crosse d'un fusil, avaient été enchaînés sur la côte du Sénégal et achetés sur un marché londonien. Pendant des heures, ils se tenaient au bastingage, les coudes appuyés sur une mousse humide, et ils scrutaient l'horizon en cherchant l'océan. Les jours défilaient sans rien d'autre à voir que la couleur des arbres et les oiseaux qui s'envolaient des feuillages. Ils allaient et venaient, vêtus d'un pagne autour des reins, errant de bord à bord, enjambant les ronces entre les planches. Certains suspendaient assez haut leur hamac pour échapper aux lierres qui grimpaient. D'autres jouaient au dé, assis sur des sacs de gravats. On ne lavait plus le pont, on ne vidait plus les soutes. Seul le second, un géant d'Haïti, taillait chaque jour une encoche sur le bois du mât et s'efforçait de retrouver dans les ressacs de la forêt le bruit d'un port qu'on approche et d'une ancre qu'on mouille. La frégate était partie quelques mois auparavant de la rade de Weymouth avec des ballots de marchandises. Elle était en bois d'acajou, dont on disait qu'il ne prenait ni la pourriture ni les vers. Les voiles avaient été enduites de goudron pour mieux résister au vent. Juste avant le départ, un aumônier avait célébré une messe sur le quai et un charpentier de marine avait écrit le nom du navire à la proue, en signe de bon augure. On avait amassé dans l'entrepont des lentilles, des haricots, des légumes secs et des barriques chargées de porc salé, enveloppées dans des cordons d'ail. Un vice-roi d'une province éloignée avait offert 100 livres de miel. On fit même monter à bord une tortue géante que l'on conserva vivante, tournée sur le dos, pendant des semaines, avant de la découper. Mais le voyage fut long. Les premiers jours après le naufrage, il fallut organiser des rations de biscuits et de vin. Bientôt, on ne put plus compter sur les provisions. La touffeur avait asséché les barriques, les quartiers de porc avaient pourri sur le parapet et le miel manquait. Faute de lentilles, on buvait le soir de la soupe aux herbes dans des bols en étain. Les biscuits tombaient en poudre, couvertes de larves qu'on avalait avec de la sciure. L'eau des tonneaux, chauffée au soleil, prit la couleur noire des bassines de forgerons. Les peintures s'écaillèrent, de sorte que le nom du navire devint illisible. Les canons servirent de nid aux rapaces et les sabords de cage aux chauves-souris. Lorsqu'enfin on voulut manger la tortue et qu'on ouvrit la carapace pour en racler la chair, on découvrit que l'intérieur était vide. Il ne restait que des poignées de sable rouge qui traçaient des signes mystérieux, si bien qu'un des esclaves, sensible aux lois surnaturelles, assura qu'il s'agissait d'un alphabet de sorcellerie. Dylan sort. Ses bottes crissent sur le givre léger qui saupoudre tout.
Il doit avant tout écraser ses chardons afin de se frayer un passage et débarrasser la caravane de toutes les saloperies dont il n'a pas besoin. Il ne va peut-être pas partir tout de suite. Il va peut-être passer l'hiver ici, et ça n'a rien à voir avec une cireuse de lune. Rien du tout. Il tend le cou pour voir si elle est dans la caravane, mais il n'y a aucun mouvement. Il commence à piétiner des chardons qui lui arrivent à l'épaule. Il doit d'abord les aplatir d'un coup de pied, puis les piétiner. Ce n'est pas une technique très élégante, mais c'est efficace. S'il parvient à dégager le jardin et à jeter les trucs dont il ne veut pas, il pourra les emporter jusqu'à l'énorme tas destiné au feu de joie dans le parc de l'autre côté de l'allée. Le panneau indique qu'il s'agit d'un parc, mais il n'y a ni balançoire ni fleurs, juste un gros tas de trucs à brûler. S'il arrive à terminer ça ce matin, il pourra ensuite aménager un peu la caravane, la rendre plus vivable, faire de la place pour son projecteur et son distillateur de gin qui arriveront plus tard. Il fait un froid de loup, mais il n'imaginait pas que Clackenfels serait aussi magnifique. Un arc de montagne entoure tout le secteur. Vous mesurez combien? La fille de la caravane d'à côté est debout sur son BMX au bout du chemin. Elle se tient en équilibre dessus, puis s'assoit et pose un pied sur son portail. Elle a un gros bonbon rond qu'elle tient en l'air dans sa main à la manière d'une pomme empoisonnée, et elle est jolie, avec des yeux presque noirs. Plus grand que la moyenne. C'est pas très précis. Je mesure 2 mètres. Et toi? 1,62 m, ce qui est grand pour une fille. Et je n'ai que 2 ans. Je vais bientôt en avoir 13. Tu seras peut-être plus grande que moi. Putain, j'espère pas. Et ta mère sait que tu dis des gros mots? Ouais. La fille a les ongles de différentes couleurs et elle fait rouler son vélo d'avant en arrière. Elle le regarde descendre le chemin avec le plaquage imitation bois qu'il a arraché des murs du salon un peu plus tôt. Il l'a cassé en petits morceaux pour pouvoir le sortir de la caravane et chaque fois qu'il prend un panneau, les clous s'accrochent à son pull. Vous n'êtes pas très efficace. Je sais. J'habite à côté, je m'appelle Stella. Dylan. Il tend une main qu'elle serre d'un air solennel. Elle jette un bref coup d'œil sur le bras à l'endroit où ses manches sont retroussées. Vous avez des tatouages partout? Pas sur les orteils. Je veux me faire tatouer quand je serai grande. Mais ça plairait pas à ma mère, elle a horreur des tatouages. Le cœur de Dylan se serre un peu. La cireuse de lune est la mère de Stella et elle n'aime pas les tatouages. Ce n'est pas une super nouvelle, mais c'est l'hiver. Il peut porter des tas de pulls. À ce moment-là, elle sera émerveillée par quoi? Sa culture cinématographique? Ouais. Dylan regarde la gamine et se demande, l'espace d'un instant, si toute son existence est entièrement vaine. Vous venez d'où? De Londres. Soho. Mais ma grand-mère était des Orcades. C'est par là-bas. Dylan pointe un doigt vers les montagnes, puis vers la mer, puis vers l'autoroute. Il ne sait pas trop dans quelle direction elle se trouve, et il se sent idiot avant d'avoir seulement terminé son geste, parce qu'elle en a bien sûr déjà entendu parler. Mais après ça, il est vraiment temps pour lui de prendre un petit déjeuner et un café, de s'asseoir et de contempler un mur jusqu'à ce qu'il se sente mieux. Vous êtes à plus de 300 km de ces îles. Je les ai pas toutes visitées parce qu'il y en a 70, mais j'ai vu la plupart des grandes et Papa Westray. J'ai vu un banc d'orques au large de la côte de Mule l'année dernière, en septembre. Des baleines de minke aussi, des marsouins et des crabes, des rocailles et des tas de phoques. Et le dernier jour, on a même pu voir des requins. C'était des grands trucs allongés. Et il a fallu prendre un bateau qui allait très très vite et aller genre super loin en mer pour les voir. Ça a l'air vraiment génial. Votre mère s'appelait Vivienne, c'est ça? Dylan cesse de piétiner ses chardons. Comment tu le sais? Elle a posé des questions sur les caravanes.
Si elles étaient faciles à chauffer, ce genre de truc, elle a dit que son gamin viendrait sans doute ici un jour et qu'en gros, vous étiez un géant. Je ne suis pas né dans le bon corps. Sans deck? Alors tu vis juste avec ta mère. Ouais. Elle travaille dans le coin? Oh, elle travaille surtout dans notre jardin et elle entrepose des trucs dans un garde-meuble vers les garages. Elle fait dans le shabby merdique. C'est comme ça qu'on dit parce qu'on trouve ça drôle, mais en vrai, ça s'appelle le style shabby chic. On récupère des meubles dans les maisons des personnes décédées ou à la décharge municipale et elle les restaure. Elle en connaît un rayon sur les meubles. La cire d'abeille, le vernis à l'alcool et tout. Elle les vend aux gens qui habitent dans les grandes maisons. On leur dit pas d'où ils viennent. Il retourne dans sa caravane pour aller chercher son briquet et elle l'observe à travers la fenêtre. Jolie valise. Dylan la range dans un placard, se roule une autre cigarette tout en la regardant lui aussi à travers la vitre. Mais elle n'est pas embarrassée le moins du monde et elle ne semble pas non plus vouloir s'en aller. Tu ne devrais pas entrer dans la maison d'un inconnu. Je n'entre pas dans la maison d'un inconnu. De toute façon, c'est une caravane. Vous vivez dans le déni. Dylan ressort sur le pas de la porte. C'était la valise de Vivienne. Vous viviez dans une caravane à Londres? Non, je vivais dans un cinéma. Bon, personne ne vit dans un cinéma. Moi, oui. Pourquoi? C'est là que j'ai grandi. Ma famille avait un petit appartement au-dessus. Le cinéma appartenait à ma mère, Vivienne, que tu as rencontrée, et aussi à ma grand-mère. C'est un minuscule cinéma d'art et d'essai appelé le Babylone. Alors, ton père ne vit pas avec vous? Non, Alistair vit avec sa femme actuelle. Combien de femmes il a eu? 3. Stella frotte son pied sur le chemin. Il est taxidermiste professionnel. Je l'aime pas, c'est un connard. Peppa a dit froid. Et puis plus rien pendant un moment. Et après, elle a dit froid, sale, j'ai froid. Sa voix était basse, sourde et feutrée, pas comme d'habitude. J'ai commencé à avoir peur qu'elle soit en hypothermie. J'ai vu quelque part que ça vous rend tout mou et tout endormi. Alors je l'ai touchée. Mais son dos était chaud et son ventre était chaud. Après, elle a dit « Arrête de me plotter, espèce de pédo !» Et là, j'ai su qu'elle n'était pas en hypothermie. Mais il faisait froid. C'était la nuit la plus froide depuis notre arrivée ici. Je savais que le vent avait viré au nord grâce à ma boussole. Et notre abri faisait face au sud-est, parce que c'est le vent d'ouest qui domine ici. Du coup, le vent arrivait vers le haut où on était couché sur les branches d'épicéa. Peppa avait pas de bonnet. J'allais lui en fabriquer un une fois qu'on aurait attrapé des lapins. Mais j'avais pas encore posé les pièges. J'ai retiré mon bonnet et je lui ai enfoncé sur la tête. C'est mieux comme ça, j'ai murmuré dans sa petite oreille. Mais elle s'était rendormie. J'étais réveillée maintenant. Et j'ai commencé à me faire du souci pendant un moment. Avant, je chronométrais le temps que je passais à m'inquiéter avec l'horloge de mon téléphone. Je le faisais 10 minutes presque tous les matins. Mais ça avait augmenté ces dernières semaines, parce qu'il y avait beaucoup de choses à régler et à prévoir avant de nous enfuir. J'allais essayer de deviner l'heure. Je sentais que l'aube approchait. Il n'y avait pas de lumière, mais je sentais quelque chose. Je sais presque toujours l'heure qu'il est. Je ne sais pas comment, mais avant, c'était important que je le sache. Parce que, par exemple, moi et Robert rentraient un peu après 23 heures. Et une fois que j'ai eu installé le verrou sur la porte de Peppa, je m'assurais toujours qu'il était bien tiré et qu'elle dormait juste avant leur retour. Je ne savais même pas que j'avais installé ce verrou. Je ne savais pas que j'avais piqué une mini perceuse visseuse et 2 ciseaux à bois de chez B&Q. J'avais sectionné les antivols dans un coupe-ongle. J'avais acheté un système de fermeture au grand ASDA et regardé 5 vidéos sur YouTube avant de le poser. Je n'avais même pas remarqué les petits trous que j'avais percés pour l'installer. La peinture des portes de notre appartement était tout éraflée et pleine de pocs de toute façon. Et puis Peppa avait la clé. Robert n'aurait pas pu entrer s'il avait essayé. Il n'avait jamais essayé. Si j'avais posé un verrou sur ma porte,
Robert l'aurait défoncé à coups de pied et il aurait éveillé Peppa. Il n'aurait pas réveillé maman, parce que quand elle avait bu et qu'elle était dans les vapes, on ne pouvait pas la réveiller. Il n'avait pas encore commencé à aller dans la chambre de Peppa, mais je savais qu'il n'allait pas tarder, parce qu'il avait dit qu'il le ferait, et que Peppa avait 10 ans, et c'est à ce moment-là qu'il a commencé avec moi. Alors, je me suis dit que j'allais passer 10 minutes à m'inquiéter. Je savais que le jour allait bientôt se lever. Le guide de survie des forces spéciales dit qu'il faut faire un feu de la longueur d'un corps le long d'un abri en appentis, puis construire une barrière derrière avec des bouts de bois pour réfléchir la chaleur. Je ne l'avais pas encore fait, parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas trop si c'était là qu'on allait rester. Mais c'était pas mal. Nous sommes deux. Ils croient que nous sommes toujours des enfants et le monde est vaste. Nous nous étendons dans l'herbe, le sable, la neige, et l'immensité est notre moment. Nous nous étendons, herbe, sable, neige. Nous sommes l'immensité. Nous sommes deux. Ils ne savent rien de notre univers et le monde est grillagé. Vivre, c'est se cogner aux barrières. Nous sommes deux. Le monde est hérissé de rêves et de tessons, mais depuis que le 33 tours est entré dans nos vies, quelque chose a changé. Je m'appelle Abébé Bikila et je cours simplement comme d'autres marchent. C'est comme ça. En amharique, mon nom signifie la fleur qui grandit, et je suis cette fleur privée d'eau qui doit courir pour grandir. J'ai jeté ma jambe gauche et aussitôt l'autre a suivi, puisque courir est cette chose évidente que mon corps gardera toujours en mémoire. Courir s'empêche, mais ne s'oublie pas. C'est simple comme bonjour, et je n'ai eu qu'un seul pas à faire. Une seule aspiration suffit pour siphonner la petite tasse ou l'océan tout entier. Et puis quoi? Nul besoin de réfléchir pour réussir à courir. Courir est en soi et ne s'apprend pas davantage que marcher. C'est juste plus rapide et plus impérieux. Mon bec fend l'air et mes plumes frissonnent d'impatience. Nous sommes deux. Ils croient que nous sommes encore des enfants et le monde est une alternance d'école et de vacances dont la mémoire est un magma où se mêlent aujourd'hui les dates, les années, les lieux. Nous sommes deux, nous sommes la vie à venir et nous décidons. Elle sera comédienne et moi journaliste. À nous deux, nous dirons la planète. Nous sommes deux, nous vivons ensemble et les compacts disques colonisent chaque pièce de l'appartement. Nous sommes deux.
Ils croient que nous sommes toujours des enfants et le monde est vaste. Nous nous étendons dans l'herbe, le sable, la neige, et l'immensité est notre moment. Nous nous étendons herbe, sable, neige, nous sommes l'immensité. Au fond du jardin, il y a un brouillon de ronces. Nous y faisons une cabane, emmêlée dans les branches. C'est notre maison et il y prépare des repas d'insectes morts à la sauce de boue. Dans nos têtes, nos corps marchent sans frontières. Ils enjambent et embrassent, ils comprennent et épongent. Nous sommes les filles, ça se voit le soir dans le miroir. Devant la glace de la salle de bain, nous singeons les dames à cheveux longs. Elles fument des menthols sur des paquebots transatlantiques, des serviettes de toilette cachent nos coupes de garçonnes et elles surjouent le ramassage féminin de chevelures envahissantes. Je ne redis pas combien nous rions. C'est plongé sous les vagues. Nous sommes les filles. Nous portons des soupules en nylon et il a les pieds nus. C'est un mercredi ou un samedi, nous accompagnons notre mère au supermarché. Nous nous disputons pour être celle qui poussera le chariot. Depuis que nous sommes 5, notre petit frère est le bébé joyeux, assis dans le caddie, hurlant de rire à chaque accélération dans les travées marchandes. Un mercredi ou un samedi, quelle importance. Nous, les filles, et lui, ses pieds nus. D'où émerge la sensation que ce fut un privilège, un fantastique cadeau. Notre mère a dit « oui, vous pouvez le prendre », ou peut-être même me distinguant « oui, tu peux le prendre ». Et l'album a quitté son rayon aguicheur à l'entrée à droite du magasin pour rejoindre notre caddie et bientôt, dans quelques kilomètres, nos chaque jour, nos tout le temps. Elle a dit oui, et il est devenu le premier 33 tours. Je m'appelle Abébé Bikila et je suis l'Afrique tout entière. Et l'Afrique tout entière s'envole avec moi. Je ne suis pas seul à courir. À présent, nous sommes 275 millions sur les 3 milliards d'êtres humains que compte le vaste monde. 275 millions d'Africains dont les épaules se frôlent et s'esquivent pour ne pas servir d'appui. 275 millions, dont 22 millions d'Éthiopiens, sans compter ceux qui furent arrachés à leur terre maternelle pour courir de l'autre côté de l'océan. Et ceux-là aussi courent avec moi. Je sens le jazz de leur souffle pousser dans mon dos, le swing des jump bands, c'est maintenant ou jamais. Je suis simplement cet homme qui a décidé de courir pour tous les autres. C'est comme ça. Des milliers de tonnes de muscles et des fleuves de sang pour alimenter les 55 kilos de mon corps perchés sur le compas articulé de mes jambes. Chacune de mes foulées allume un feu dont le foyer ne s'éteindra pas de sitôt. Un feu à chaque foulée et une allée pavée de braises pour projeter l'Afrique au centre du monde. Pour commencer, je martèle Rome. J'effleure l'Italie jusqu'à ce que mes foulées s'évanouissent dans les archives de la Terre. Nous sommes 2. La musique appartient encore à l'espace familial. Elle est rangée serrée sous la platine grise des parents. Ils disent électrophone ou tourne-disque. Les vinyles sont si comprimés dans l'étagère qu'en sortir un seul est impossible. Il faut en saisir une poignée. C'est arracher des pans d'un mur, celui de leur jeunesse peut-être. Les mettre en tas ou les étaler pour choisir ceux que nous écouterons assises par terre, regardant sans fin tourner les 33 tours. Il nous semble que la vie se déroulera comme ça, le diamant suivant le sillon noir sans que rien ne le détourne. Et de temps à autre, la joie de le faire passer en 78 tours, la sensation enivrante du monde sortant des rails. Parfois, rarement, les parents s'en mêlent pour nous dire que ce sont des monuments que nous entendons. Les Beatles, Brassens, Brel, Reggiani, Barbara, Leonard Cohen, Cat Stevens. Nous rangeons le premier 33 tours tout à gauche de l'étagère, prêt à être extrait chaque jour pour tournoyer sous le diamant. Il est à nous, mais il descend des leurs. Quand ils gouaillent sur leur platine, il bâtit un pont entre eux et nous sommes les filles de nos parents. Nous sommes 2. Nous connaissons les chansons par cœur et les adultes ont des réactions étranges. On a débarrassé la table de la salle à manger du bazar quotidien pour la recouvrir, c'est notre travail, d'un bulle-gomme et d'une nappe colorée. On y a disposé les assiettes de la salle à manger. Elles sont blanches, sans motif, et des beaux verres. Ils sont à pied et gravés de motifs raisins. Ça sent bon. Et il y a du jus dans nos assiettes, du vin, des histoires de table, des histoires de famille, vieilles ou neuves, c'est chaleureux. L'électrophone est à côté de la table. Les parents décident de mettre de la musique. Ce soir-là,
ils ne choisissent pas yéyé ou folk. Le repas ne se terminera pas, comme souvent, par une surprise partie. C'est leur terme. Nous rêvons de boum, démembrée et hilarante. Ce soir-là, c'est Ferrat. Mais nous n'avons pas le temps de chanter. Notre oncle quitte brusquement la table. Il crie. Il ne supporte pas les communistes. Et mes parents semblent les apprécier pour la principale raison qui le dérange. Il dit des mots comme provocation, foutage de gueule. Nous rions, sans nous interroger sur ce qui se joue. Pourquoi le provoque-t-il? Pourquoi réagit-il si fort? Nous rions, car nous ne comprenons pas que la politique finit toujours par se glisser partout, même entre les gens qui s'aiment, même dans les moindres cachettes de la vie privée. Tout cela ressemble à un jeu si sérieux. Je m'appelle Abebe Bikila et je suis né le jour du marathon, celui des Jeux Olympiques de Los Angeles en 1932. Nul vainqueur ne croit au hasard. La veille de sa victoire au marathon de Melbourne, il y a tout juste 4 ans, Alain Mimoun recevait un télégramme lui annonçant la naissance d'une fille prénommée Olympe. Chaque vie possède une clé offerte le jour de sa naissance. Mais mon nom compte encore bien moins que mon poids. Dans l'effort, le temps se rattrape en courant. C'est une vieille mule que l'on tient par la queue et je m'y entends pour la mener où je veux. Nous y croyons tous dur comme fer, puisque nous courons là où tant renoncerait à courir. On sème à pleine main, mais jamais à plein sac. Les jours qui me restent à vivre pourront bien être faits d'une farine sans eau ni sel. Jamais je n'ai vécu un tel moment que celui que je vis à présent. Chaque foulée me transporte ailleurs, et cet ailleurs commence toujours là où je reprends pied, près du Ras Doukan, dans l'antique Abyssinie. Et brusquement, la course pèse sur la tête autant que sur le reste du corps. Les pieds font et refont ce pourquoi ils sont faits, supporter le poids d'un homme la moitié d'une seconde et repartir allégé vers une envolée neuve. L'élan vital résiste à la gravité. Comme pour la danse des danseurs, il nous faut trouver la jambe libre et la laisser courir comme si elle vivait seule. Contrapposto, hanchement, la jambe qui se comprime, puis celle qui est relâchée. Ne plus courir serait comme ne plus respirer, puisque courir, c'est survivre et pousser encore jusqu'à cet état second où tout devient quasiment normal. Bien vivant de courir sans plus aucune douleur, ni aucun son, aucune image. La course est un facteur de stabilité, et celui qui court se tient droit pour traverser le ciel. Jamais il ne vacille, jamais il ne chancelle. C'est une histoire fantastique. Il s'agit des 2 figures les plus dynamiques de l'histoire de l'Amérique et même du monde à l'époque. Entre ce jeune boxeur incroyablement beau, énergique et éloquent, qui ne ressemble à aucun autre avant lui, et ce ministre noir de Nation of Islam, plein de fierté et de colère, se noue une relation qui va changer l'Amérique et la lutte pour les droits civiques. Je pense qu'ils avaient besoin l'un de l'autre. En quoi se ressemblent-ils? La réponse la plus évidente, c'est leur incroyable maîtrise du verbe. La clé de leur puissance réside dans leur ton, leur bouche et leurs mots. Évidemment, Mohamed Ali est puissant sur le ring et Malcolm X en dehors du ring. Mais la dextérité verbale qui les caractérise tous les deux est essentielle. Et il ne faut pas oublier qu'au moment de leur rencontre, Cassius Clay est un jeune homme d'à peine 20 ans qui cherche des réponses. Le thème qui domine alors en Amérique, du point de vue racial, c'est l'intégration, le vivre ensemble. C'est le moment où Martin Luther King fait son fameux discours. Je rêve qu'un jour les enfants des métayers noirs et ceux des planteurs blancs vivront côte à côte dans le sud en chantant des gospels. On va créer un monde merveilleux dans lequel tout le monde s'entendra.
c'est l'intégration. C'est un mouvement mixte qui permet aux progressistes noirs et blancs de se sentir bien dans leur peau. Nous menons ce combat ensemble, main dans la main. Nous vaincrons en manifestant bras dessus, bras dessous dans les rues. Alors que Malcolm X dit « Non, ça n'arrivera pas. Ces gens sont des démons. Ce sont vos oppresseurs. Vous croyez que vos oppresseurs ont brusquement changé? Bien sûr que non. On ne change pas comme ça. Non et non. Les Blancs sont le diable. Notre seul espoir est de vivre séparés des Blancs. » Ils prônent donc la séparation, mais aussi le nationalisme noir. N'allez pas faire vos courses chez les épiciers blancs, mais chez les épiciers noirs. Ne fréquentez pas les commerces blancs, mais les commerces noirs. Ne donnez pas votre argent à ceux qui vous ont réduit en esclavage, mais à vos frères et sœurs. Le noir est supérieur, le noir est magnifique. D'une certaine manière, l'idée moderne du « Black is beautiful » commence quand Mohamed Ali se passe la main dans les cheveux après un match en disant « Je suis pas joli ». La terre est rouge, diluée dans les roches, le sable, et des palmiers encadrent la route qui longe la ville, comme au garde-à-vous. La terre est rouge et absorbe la chaleur du soleil. Elle l'incorpore, elle la digère. On pourrait presque la voir bouillir, cette terre qui forme sur le bas-côté des tas inégaux, des ondulations que le vent défait. C'est Jéricho, quoi, quand même, avec ses trompettes et ses murs, son folklore. Les bus de touristes passent devant avec les guides à bord, qui doivent raconter toujours la même histoire, la légende, la Bible, les textes saints. Au micro, ça décrit l'effondrement des murailles et certains se penchent derrière les vitres teintées pour les apercevoir. Ça blablate, ça brode, ça enjolive à passer de massacre et l'apocalypse. Mais ils sont où? Ces murs que Dieu a fait s'écrouler, est-ce qu'on peut les contempler? Ils sont déçus, un peu, les gens. Avec leurs appareils photo en bandoulière, leurs casquettes vissées sur le haut du crâne, leurs coca frais dans la glacière, déçus de ne rien voir. Que les façades des maisons récentes qui ressemblent à des ruines, à force d'être toujours en construction, jamais achevées. Les toits plats, les minarets, les falaises derrière, d'un rouge plus pâle, presque rose dans le relancement vers le ciel.
de tempête n'est pas un hasard. Les éléments naturels l'ont toujours accompagné. Enfant, un orage particulièrement violent la marqua profondément. Cette nuit-là, un arbre déraciné s'abattit sur le hangar. Elle partit alors se promener sous le tonnerre, en cachette, pour apprivoiser ce déchaînement de la nature. Et elle n'en a plus jamais eu peur, pas plus que des sangliers, des serpents ou des araignées. Même aux rats, elle s'est mise à raconter des histoires. Quand elle était haute comme 3 pommes, la fillette connaissait les noms compliqués des dinosaures. Elle pouvait rester des heures à gratter la terre avec un bout de bois, plaçant des cailloux et des feuilles aux formes improbables sur le sol pour recréer l'univers. Ovale sec et échancré, roussi ou anisé, rectangle parcouru de nervures d'un vert translucide, écorce séchée, rondeur des glands et des châtaignes, elle trouvait au pied des arbres tout ce qu'il fallait, naturellement, instinctivement, pour donner vie aux abricotosaurus, irritators ou T-rex. Le vent chassait parfois les éléments qu'elle avait longuement positionnés. Une légère brise rebattant les cartes du monde qu'elle avait imaginées. Château de sable précaire qu'elle recommençait sans cesse, concentrée, oubliant parfois le goûter, ignorant la pluie. Chaque brindille avait sa place, s'encastrait dans un enchevêtrement complexe dont elle seule avait le secret. Le sauvage était descendu au sol, tout dormait. La nuit avait étendu son empire immobile, elle était un ventre immense, infini. Il s'y mouvait comme Jonas dans le poisson, guidé par le feu visible de très loin. À travers les taillis, il fit un long détour. Il avançait, mortel et aussi silencieux qu'une bête. Qui lui avait appris le secret des fourrés? Les branches souples qui céderaient permettraient un passage sans s'accrocher à l'arc, et celles qui craqueraient. Il s'arrêta lorsqu'il estima qu'il distinguait suffisamment le bivouac.
Le feu était à cette heure où son cœur est une lave indistincte. Les braises rougeoyantes et parfois il y avait un éclair, une flambée jaune lorsqu'un rameau s'enflammait. Les braconniers s'étaient couchés et roulés dans des couvertures, sans doute pour se protéger des moustiques. Il faisait tiède. Un seul chasseur tenait la garde, fusil dressé entre les jambes, assis adossé à un arbre. Sa tête retombait lourdement parfois. Il la redressait la seconde d'après. Il luttait contre la nuit. Les prisonniers, entravés, reposaient un peu à l'écart. Féral est dans l'arène, sur le sol de béton crasseux marqué de taches sombres mal épongées. Torse et pieds nus, pantalon de toile. Il attend, impatient. Son corps frémit, le sang bat dans ses tempes. Il serre et desserre ses poings déformés d'avoir tant frappé, serre et desserre ses mâchoires carrées, piquées de poils gris. Enfin, l'ancien gymnase frissonne. Le public est nombreux, insatiable. Il est venu pour les odeurs de sueur, les impacts des coups sur la chair dans la pâle lumière des néons, les cris, les jets de sang, l'exaltant exutoire, l'exultoire. Féral attend. Il entend la rumeur, le brouhaha. Il calme son cœur. Les battements comme un tambour dans le temple de la vérité qu'il contemple chaque mardi, jour de Mars la colère, et chaque jeudi, jour de Thor le tonnerre, et dans les yeux de son adversaire. Prunelle ardente. Que vaut-on vraiment à l'aune de sa propre peur, face à des frères taillés comme lui pour la cogne, âpres et gigantesques? Féral balaye l'espace du regard. Piliers, murs de béton froid, peinture écaillée, comme la pellicule des dérisoires posée sur la dure réalité. Des groupes, des grappes, des clans, tous les clans de la ville. Il connaît chaque tête, reçoit des saluts respectueux, mouvement du menton, regard appuyé. Près de la porte gardée par gueule de chien, une jeune femme en débardeur, tatouage complexe, visage amoché. Elle vient de se battre. Un beau combat. Féral a reniflé dans l'air les phéromones de la vaillance mêlées à de puissantes odeurs de femelle. Elle est blonde. Regard brûlant, elle aussi sombre comme du charbon, avec dans le fond des lueurs rougeâtres, des braises palpitant sous la cendre noire. Féral sait qu'elle s'appelle Livy, qu'elle vit dans l'Ouest. Il l'a déjà vue, mais c'est la première fois qu'il la remarque.
pourquoi. La cogne juste avant, peut-être l'effet des phéromones, ou bien parce qu'elle s'est glissée au premier rang ce soir pour le regarder combattre. Feral n'arrive pas à détacher ses yeux de sa silhouette. Elle le regarde aussi. Et puis Miguel s'avance. Du quai, les voyageurs ont senti le souffle du rapide Paris-Nantes fouetter leur visage et perçu le cri aigu des freins actionnés en urgence. Puis, plus rien. Ni plainte, ni hurlement. En se penchant un peu, il pourrait presque apercevoir le direct qui filait tout à l'heure vers la Bretagne, immobilisé à quelques centaines de mètres, pétrifié par la catastrophe. Une clameur les fige soudain, déchirant le silence qui enveloppe les voies ferrées. Vite, vite! Des enfants ont été happés par le train! Le maire Bernard Hugo vient de quitter son bureau et il n'a pas mis 5 minutes pour atteindre la gare, plus fiable boussole de la ville depuis 1849. C'est un grand type dégingandé, cheveux plaqués en arrière, qui distribue la bise aux dames et serre la main de tous ses électeurs. Un communiste de toujours, encarté au parti à 19 ans, sorte de sauveur laïque vers lequel on se tourne en cas de coup dur, comme autrefois dans les villages. Il a couru dès l'alerte et tente maintenant de reprendre son souffle pendant que les voyageurs se pressent autour des voies de chemin de fer. La ligne a fondé la mémoire des cheminots et des millions de touristes l'empruntent chaque jour. Un quart d'heure après Paris, une fois effacés les pavillons en meulière de Clamart et le bois de Chaville, surgit Versailles, la splendeur du grand siècle français que la moitié des voyageurs, aussi polyglottes qu'à bord de l'Eurostar, descendent visiter. Seuls quelques cadres en costume et cravate poussent jusqu'à Rambouillet, évitant l'arrêt de Trappes, étrange enclave de pauvreté au cœur du si bourgeois département des Yvelines. Les directs y passent en hachant l'air, une longue minute affolante qui fait toujours très sauter un ou deux distraits sur le quai, surtout lorsque, comme ce 17 janvier 1990, ils ont aperçu 2 gamins bondir du 20h06 quelques secondes avant l'arrivée du Nantes-Paris. Ils couraient l'un derrière l'autre et le train a déboulé sur eux. C'est depuis toujours le cauchemar du chef de gare, malgré le passage souterrain sous les quais. Suite à un accident de voyageurs, le trafic est momentanément interrompu sur toute la ligne. Annonce à quelques gares les haut-parleurs de la SNCF. Sur le quai de Trappes, les pompiers ont improvisé un hôpital de fortune. Les policiers recensent les témoins du drame qui n'ont pas plus de 15 ans. Il y avait notre copain Jamel. L'autre, on ne sait pas. Expliquent les collégiens qui reviennent tous d'un après-midi passé à la dalle de Saint-Quentin, la grande sortie des trappistes. Jamel gît allongé sur une civière, groggy mais conscient. Il n'a pas encore bien saisi ce qui s'était passé, mais son épaule et son bras droit paraissent sacrément amochés. Ils étaient au moins 2. On a un blessé, ici. Crash à talkie-walkie. Les pompiers remontent les rails, éclairant de leurs torches les glissières de la voie ferrée, à la recherche du gamin disparu. Le maire, pâle et sonné, a tout de suite reconnu la silhouette de lutin et les yeux noirs sous les boucles brunes. Il a déjà croisé les parents, qui partent tôt le matin travailler à Paris, et les 6 enfants scolarisés dans sa ville. Dans son souvenir, Jamel est l'aîné des 2 bouses. Il doit avoir 14 ans. Après les cours, il traîne, comme tant d'autres, chaparde dans les caddies des magasins de la place des Merisiers, zone dans les halls d'immeubles avec les bandes d'ados de la ville. Mais ce n'est pas un mauvais garçon. Bernard Hugo a fait prévenir les parents. La famille vit dans l'un des petits pavillons de la rue du Moulin de la Galette, un quartier plus agréable et coquet que les bars et les tours. Fraîchement baptisé du nom de vieille barbe piochée dans le métron, ce fameux dictionnaire du mouvement ouvrier. Maurice Thorez, Paul Langevin, Jean Jaurès. De son copain d'infortune, Jamel n'a pu donner que le surnom, Popol.
Et monsieur le maire doit maintenant aider la police à identifier cette seconde victime. Dans les faisceaux de leurs torches, les pompiers ont repéré des vêtements lacérés et bientôt un corps déchiqueté. Le pauvre Bernard Hugo est horrifié. Le choc a été tel que ni lui ni aucun passager ne parviennent encore à reconnaître la dépouille mortelle du jeune accidenté, quoique la nouvelle ait déjà gagné la moitié de Trappes, cette ville toute plate et si facile à parcourir à pied. Evelyne Bienvenue avait l'allure d'une Guyanaise accomplie. Une farm jock, comme on disait, une battante. Petit nez retroussé, coiffure soignée, de fines tresses noires qui couraient par dizaines du front à la nuque. De l'or de Guyane en anneaux impeccables aux oreilles, certifié origine légale. 6 mois plus tôt, on avait attaqué sa mine d'or. Un des pires moments de sa vie. 100 fois elle avait revécu la scène, réveillée comme une gamine, en pleine nuit, en sueur. Chaque instant comme un souvenir à part entière, imprimé par la violence des braqueurs de mines. Ce jour-là, Bienvenue était venu de Cayenne faire le point avec son chef de chantier. État de la production, stock, machine à réparer. Un ouvrier avait la fièvre depuis 48 heures, il fallait se décider à le rapatrier sur le littoral. Les pennes mécaniques piochaient la boue des barranques, les lances-monitors crachaient leur eau en continu. Bienvenue était resté pour la lever, ce moment où les tables à secousses séparent le métal jaune de la terre sans valeur, où on fait le bilan de plusieurs jours de travail pour voir si le terrain qu'on laboure en vaut vraiment la peine. Ça se présentait bien. L'hélico attendait sur la zone de posée, retour à la maison avant la nuit, peut-être avec 2 kilos d'or dans le sac de la patronne. Jusqu'à ce que débarque la bande d'Eduardino, qui attendait cet instant clé depuis le matin. Par la forêt comme sortie de nulle part. Changement d'ambiance en quelques secondes. Un agent de sécurité à terre, la mâchoire déboîtée à coups de crosse. Des gars parvinrent à s'enfuir vers la forêt. D'autres étaient figés sur place au bout des armes à feu. M16. Fusil à pompe. Et ce pistolet automatique que le Brésilien avait collé sur le visage de Bienvenue. Le canon froid pétrissant sa joue. Il y avait quelque chose dans sa manière de reluquer la patronne. La virilité comme boostée par l'arme entre ses doigts. L'impression d'être à sa merci. Que d'un seul coup, tout pouvait basculer. Elle avait vu le rouge dans leurs yeux, deviné la cocaïne à la manœuvre. Elle avait pensé à sa vie, à Cayenne, tenté de se souvenir de tout ce qui l'attendait là-bas, de tout ce qui lui manquait aussi. Mais surtout, elle avait tout fait pour tenir bon devant l'équipe, les yeux ouverts d'un bout à l'autre, consciente de chaque seconde écoulée. Vue sur le chantier étalé en contrebas. Les hommes d'Eduardino avaient pris leur temps. Ils avaient ordonné qu'on termine la levée, qu'on récupère jusqu'au dernier gramme d'or piégé dans les tapis de caoutchouc où depuis le matin coulait la boue des placers. Et ils avaient filé en dérobant 2 quads par les pistes étroites qui se faufilaient dans les sous-bois. Mais avant de quitter les lieux, Eduardino s'était approché du visage de la créole et de force, les joues écrasées entre ses doigts, il avait embrassé ses lèvres. La laine alcoolisée. Même à ce moment-là, Bienvenue avait tenu bon, impressionné les hommes par son sang-froid. Pourtant, à l'intérieur, c'était l'apocalypse, jamais vraiment éteinte depuis ce jour. Elle l'a reconnu tout de suite, s'est arrêtée de respirer, glacée. Il boit près des enceintes, remue à peine dans un balancement raisonnable de la tête, le sourire ennuyé du mec qui n'a pas traîné dans ce genre d'endroit depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il fout là? Vanda ne l'a pas revu depuis presque 7 ans. 7 ans, c'est loin. Une autre vie. Formule éculée pour une réalité charnelle. Le type ne bouge pas. Il y a longtemps déjà, il était comme ça,
incapable de danser, le corps qui s'empêche. Il n'y avait que dans le sexe qu'il devenait mouvant, surprenant de désordre et prêt à l'envol. Tournant le dos à la scène, Vanda traverse le groupe de danseurs, pousse les corps en sueur, les torses qui tressautent et se heurtent. Les visages luisants et orangés sont tordus dans la lumière, les dents à découvert. À mesure que le groupe sur scène s'excite de plus en plus et que l'ambiance du bar monte encore d'un cran, elle réalise qu'elle est déjà drôlement bourrée. Le vertige de l'alcool et l'impression d'être envahi sur ses terres. Lui, près des enceintes, il ne fait plus partie de son paysage. Il faut qu'elle rentre. Elle doit fuir l'autre rejailli d'entre les disparus. Bordel, il faut vraiment qu'elle bouge avant qu'il la voie. Elle se coule vers le comptoir, commande une vodka. La dernière, elle annonce au serveur, qui lui sourit sans y croire. Il s'en tape qu'elle mente. Il en voit tous les soirs des pires qu'elle. Et elle aussi, il la voit souvent, depuis longtemps. Ce bar, c'est une fausse famille à force. Des gens avec qui rire sans en avoir vraiment envie. Des ivrognes qui deviennent plus familiers que les cousins avec qui on faisait les marioles ou que ses propres gosses. Il n'y a que dans cet endroit qu'on peut écouter des groupes de punk qui font de la musique comme on défonce un abribus ou un distributeur de billets. Du rock un peu sale pour des fêtards d'un même tonneau. Ici, il y en a d'autres qui lui ressemblent, des abîmés qui ont oublié de vieillir. Vanda boit sa vodka d'un seul mouvement, une longue gorgée qui pique à peine, repose le verre sans douceur sur le comptoir. Parce qu'elle plisse sous l'urgence, elle tient parole et décline d'un geste la proposition du serveur qui ressort la bouteille. C'est rare qu'elle refuse le dernier verre offert par la maison. Mais là, il faut qu'elle se tire, elle n'a pas le choix, trop à perdre, et les mains qui tremblent. Sur le trottoir, des types fument, et l'un d'entre eux lui fait des signes d'au revoir. Il titube en rigolant. « Eh, salut, Vanda, fais gaffe sur la corniche !» Elle allume une clope sans répondre avant d'ouvrir sa Renault 21 hors d'âge qu'elle n'aura jamais les moyens de remplacer. Secouée par un rire anxieux, elle se glisse dans l'habitacle, un rire de femme saoule ou de jeune fille qui fait le mur, un rire excentrique et embarrassant. Mais avant qu'elle ne démarre, il est là, tout près, si près qu'elle sursaute. Il a posé une main sur la portière, là où la vitre est descendue. Il ne dit rien, lui sourit simplement. Elle peut voir qu'il a vieilli, ça lui va pas si mal. Comme elle reste interdite, bouche cousue, il finit par reculer son visage, gêné peut-être. Je suis dans le coin pour quelques jours. Ça serait bien que l'on boive un verre. Pour ne pas répondre, elle grogne, bave un ouais qui dit l'inverse, fait démarrer la bagnole. Il faut qu'elle parte, il ne restera pas. Elle appuie sur l'accélérateur pour filer le plus vite possible. Alors, il est obligé de lâcher la portière.